Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au grand foyer du Palais Garnier. Je suis particulièrement heureux de vous accueillir pour ces rencontres que nous avons choisi d'intituler Le Palais Garnier, objet de tous les fantasmes. Voilà un titre qui s'annonce prometteur et qui nous invite à lever ensemble le voile sur ce lieu fascinant et qui continue de susciter tant de curiosité. Alors, peut-on parler du plus bel opéra du monde? Oui, je ne suis pas parfaitement objectif, mais oui, quand même. En 2025, nous avons souhaité organiser une série d'événements singuliers, de concerts et soirées de gala, de réalisation de documentaires et d'albums à destination de tous les publics, afin de célébrer les 150 ans de ce théâtre. C'est un bâtiment magnifique qui regorge d'œuvres d'art et fascine par la splendeur de son architecture, la richesse de ses ornements, ses peintures, ses sculptures, ses mosaïques. Le grand foyer où nous nous trouvons en est l'une des plus belles illustrations. Avec l'exposition réalisée en partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, ces 5 rencontres de ce week-end vont clôturer l'année de célébration. Je précise pour votre plus grand bonheur et curiosité que l'exposition est ouverte ce week-end et je remercie la Bibliothèque Musée de l'Opéra. Où commence véritablement le spectacle dans ce palais? C'est la question que pose la première rencontre en revenant sur le projet architectural unique imaginé par Charles Garnier. Consacré à la création, la deuxième rencontre évoquera les grandes œuvres qui ont vu le jour dans cette salle depuis 1875, les opéras français de Massenet ou Reyer, mais aussi les entrées au répertoire des œuvres de Wagner et Verdi. Sans oublier les grandes créations chorégraphiques des ballets russes, jusqu'aux œuvres plus récentes de Crystal Pite ou Hofeschächter. Nous connaissons tous la place singulière que tient la danse dans ce lieu. Cela n'a pas toujours été le cas et c'est cette place que la troisième rencontre examinera. L'histoire du Palais Garnier ne peut s'écrire sans évoquer ses liens étroits avec le pouvoir politique. Ces relations seront au centre de la quatrième rencontre. Et enfin, le cycle s'achèvera avec une exploration des représentations du Palais Garnier dans les arts. De nombreuses légendes entourent encore ce lieu et continuent de nourrir notre imaginaire collectif. Comment, en effet, ne pas être inspiré par ce théâtre et par la riche histoire qui l'a façonné? Une histoire qui continue de s'écrire grâce à celles et ceux qui le font vivre, les artistes, les artisans, les techniciens, les équipes administratives. Grâce à eux, 170 levées de rideaux ont lieu chaque saison. Et bien sûr, grâce à son public. Chaque année, le Palais Garnier accueille plus d'1 million de visiteurs en journée, sans compter les spectateurs des spectacles. Nous avons récemment annoncé, comme vous le savez, des grands travaux. Pendant 2 ans, entre l'été 2027 et l'été 2029, les espaces scéniques du Palais Garnier seront rénovés. Durant cette période, les spectacles se poursuivront bien sûr à l'Opéra Bastille et à travers une programmation hors le mur qui fera vivre l'opéra au-delà de ses murs historiques. Ces travaux sont indispensables pour que ce théâtre puisse accueillir encore longtemps les artistes et les publics du monde entier. Je termine cette introduction en remerciant chaleureusement la ROP et ses équipes qui nous aident à concrétiser beaucoup de projets, et notamment celui-ci. Solène Souriau, dramaturge à qui j'ai confié la conception de ces rencontres. L'ensemble des équipes de l'Opéra national de Paris qui ont participé à l'organisation de ces rencontres. Et enfin, toutes les intervenantes et les intervenants dont la présence nous honore, ainsi que l'équipe très engagée des modératrices. Et enfin, parce qu'elle a écrit le discours, du coup, elle ne s'est pas remerciée elle-même, je remercie Alban de Châtelus, qui est vraiment la source, je veux dire, qui a eu l'idée d'organiser ce week-end, et je le remercie chaleureusement. Bienvenue encore, et je vous souhaite un très bon week-end avec nous. Merci beaucoup. Merci Alexander. Merci à toutes et à tous d'être là aujourd'hui pour la première rencontre de ce week-end qui s'intitule Un spectacle en soi. Donc pour cette rencontre, nous accueillons Nisha Jones. Bonjour. Vous êtes metteuse en scène,
vidéaste, scénographe et également directrice associée du Royal Opera de Londres. Pour le Palais Garnier, vous avez signé une mise en scène des Noces de Figaro, un opéra de Mozart. La production a été créée en 2022, elle a été reprise une première fois la saison d'après et en ce moment, elle est également reprise au Palais Garnier et pour notre plus grand plaisir. Cette production, vous l'avez imaginée pour le Palais Garnier, créée pour le Palais Garnier, pour ce lieu qui vous a beaucoup inspiré. On en parlera. À nos côtés, nous avons également Jean-Claude Dion. Bonjour, vous êtes historien, directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Vous êtes titulaire de la chaire d'histoire des spectacles à l'époque contemporaine. Vous êtes spécialiste du Second Empire, le régime qui a donc été à l'origine de la construction de ce bâtiment. Vous connaissez bien la société qui va au spectacle à cette époque, car vous avez écrit notamment un livre qui s'intitule Le Second Empire, politique, société, culture. Et vous allez pouvoir, on va pouvoir parler de cette société qui va au spectacle et au Palais Garnier. C'est une société qui est mondaine et Marcel Proust l'a extrêmement bien représentée dans son ouvrage La recherche du temps perdu. C'est pourquoi nous avons choisi aujourd'hui de ponctuer cette rencontre de quelques extraits du roman Du côté de Guermantes. Et pour cette lecture, nous avons avec nous Dominique Blanc, qui nous a fait le plaisir de lire ces extraits pendant cette rencontre. Je précise juste avant qu'on commence que nous devions accueillir Christian de Porzampar, architecte qui devait participer à la rencontre. Malheureusement, pour des raisons de Covid, il a dû annuler sa participation. Donc merci à toutes et à tous d'être là. Pour commencer, moi, je vais reprendre la question qu'Alexander posait en introduction. Je vais vous la poser à tous. Pour vous, où commence véritablement le spectacle au Palais Garnier? Peut-être Jean-Claude Dion, vous, en tant qu'historien, où commence le spectacle selon le projet de Charles Garnier? Alors déjà, bonjour à toutes et à tous. Le spectacle, en fait, je pense qu'il commence dès la rue, avec la façade, et je dirais même aussi avec l'avenue de l'Opéra, puisque vous avez rappelé qu'on est dans un bâtiment voulu par le Second Empire, que la Troisième République et les républiques suivantes ont magnifiquement su utiliser, mais qui au départ est un bâtiment impérial. Et la construction de l'Opéra, on en reparlera, a été longue, coûteuse, mais ce qui a coûté encore 2 fois plus cher, ça a été de construire l'avenue de l'Opéra, qui n'a été terminée qu'en 1879. Cette avenue, en fait, elle reliait les Tuileries à l'Opéra, donc le siège du pouvoir à ce théâtre, ce qui dit bien son importance. Cette avenue, qu'on appelle donc de nos jours et 19e siècle l'avenue de l'Opéra, elle devait s'appeler l'avenue Napoléon. Ça donne effectivement l'importance. Et cette avenue, en plus, vous l'avez tous remarqué, et je m'arrête là, elle n'a pas d'arbres, alors que pour une grande avenue haussmannienne, c'est l'une des plus larges, 30 mètres, on pourrait s'en étonner. C'est tout simplement Garnier qui a voulu qu'il n'y ait pas d'arbres pour qu'on puisse découvrir vraiment son œuvre. Et lorsqu'on part depuis la Comédie Française, et on a une sociétaire de la Comédie Française avec nous, et qu'on remonte cette avenue, on voit le théâtre apparaître petit à petit, parce qu'il y a une déclinivité, et c'est assez extraordinaire. Donc il y a cette mise en scène dans le Paris haussmannien, qui est un Paris en construction de ce lieu. Donc le spectacle, il commence avant même qu'on entre dans ce lieu, et là on va être encore plus surpris, mais on va en parler tout au long de notre rencontre. D'accord, donc vous commencez même avant le bâtiment, la façade. Alexander, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Pour vous, où commence le spectacle? Je pourrais donner en fait exactement la même réponse parce que Garnier, pour moi, c'est un des premiers qui a compris la mise en scène du public, ou même dans un terme contemporain, l'expérience spectateur, qui en fait n'est pas limitée à la salle de spectacle. Et il a eu beaucoup de chance parce que l'empereur lui donnait un très grand terrain pour construire. Aussi pour des raisons de sécurité qu'on peut peut-être évoquer aussi, ce bâtiment est une île. Ce qui n'était pas le cas pour les bâtiments prédécesseurs de l'Opéra. L'Opéra a occupé une dizaine de bâtiments à Paris avant d'arriver au Palais Garnier. C'est largement c'est le plus grand jusqu'à l'arrivée de Bastille, qui est encore bien plus grand.
Du coup, aujourd'hui, ce qui est un peu absurde, c'est notre petit théâtre. C'est pas un petit théâtre du tout. Mais pour revenir à la question, c'est vraiment cette expérience qui commence avec l'arrivée du spectateur. Soit ils montent l'avenue de l'Opéra, ils sortent du métro. Aujourd'hui, il n'y avait pas de métro à l'ouverture du bâtiment. C'est là où le sens d'occasion intervient pour la première fois. Et ça, c'est ce qui est extraordinaire. Après, vous pénétrez dans le bâtiment. Aujourd'hui, on n'entre que par la façade principale. À l'époque, il y avait beaucoup d'autres entrées selon les catégories de public. Vous arrivez voilà, en bas, c'est déjà assez beau. Et après, vous franchissez le pas pour arriver au grand foyer. Et là, vraiment, c'est le premier spectacle de la soirée, en fait. C'est le spectacle du public, la mise en scène du public. Bien avant que vous voyiez le ballet ou l'opéra pour lequel vous êtes venu. Oui, très bien. C'était très joli, cette idée d'île, construite comme une île. J'avais l'impression que vous aviez envie de cette. Non, juste un mot, effectivement, dans ce qu'évoquait Alexander Neff, le Palais Garnier, l'opéra, ce bâtiment naît quand même d'un attentat, parce qu'effectivement, l'ancienne salle, elle était rue Le Pelletier. C'était une salle provisoire, mais comme souvent en France, un provisoire qui a duré longtemps, plus d'un demi-siècle. Et cette salle, d'ailleurs, si vous allez rue Le Pelletier, vous ne pouvez absolument pas voir où était l'opéra parce qu'elle était vraiment prise dans un ensemble de bâtiments et elle n'avait pas du tout ce caractère monumental. Et donc en janvier 1858, Napoléon III, en venant au spectacle, est l'objet d'un attentat. C'est le premier attentat à la bombe contre un chef d'État. Et d'ailleurs, à la Bibliothèque Musée de l'Opéra, ici, on a les restes de la bombe. J'ai pu voir ça, c'est très émouvant. Qui sont gardés dans les collections de la Bibliothèque Musée de l'Opéra. Et donc, du coup, c'est un attentat très grave. Il y a 9 morts, 150 blessés, mais le couple impérial en réchappe. Et là, on se dit, il faut vraiment construire une nouvelle salle, beaucoup plus sécurisée. Et donc, cette île, effectivement, elle va permettre, notamment, là encore, Alexander Neff parlait de plusieurs entrées, elle va permettre une entrée spécifique, je pense qu'on en reparlera, pour Napoléon III, qui va lui permettre de rentrer carrément avec son carrosse dans le bâtiment et d'être complètement à l'abri jusqu'à sa loge, la loge impériale, qui est une loge d'avant-scène, donc sur le côté. Donc cet aspect sécuritaire, cet aspect attentat aussi, il est présent dans l'histoire de l'opéra. Très bien, et oui, vous avez bien dit effectivement des entrées différentes, donc le spectacle n'est pas le même pour tout le monde, mais il y a effectivement une mise en scène des décors. Les parties publiques sont comme un peu une succession de décors. Nisha Jones, vous, en tant que metteuse en scène, voilà, en vous posant la même question, est-ce que la fiction démarre dès les parties publiques, en fait? Oui, c'est une très bonne question. Encore une fois, bonjour à tous et à toutes. Moi, étant metteuse en scène, j'entre toujours à travers de l'entrée des artistes. Alors c'est vraiment l'autre côté. On a ces deux côtés de ce bâtiment, ce côté public qui n'est pas moins mythique ou bien peut-être un peu théâtral, on pourrait dire. Et l'autre côté, on a ce côté, les coulisses, derrière scène, mais aussi quelque chose de nostalgie, parce que le théâtre, bien que ce soit un bâtiment du 19e, c'est absolument l'idée du théâtre 18e. Et ça m'a beaucoup intéressé, parce que oui, on est déjà sur une piste un peu imaginée. C'était pas vraiment à la mode. C'était vraiment une idée. Et oui, pour ça, il y a un temps d'histoire. Il y a un chemin un peu inventé, quoi. Vous avez parlé de décor, Solène, mais en fait, ce qui est remarquable ici dans ce bâtiment, même par rapport à d'autres bâtiments de l'époque, en fait, dans les espaces publics, il n'y a pas de faux. Il n'y a que des matières précieuses. Il y a beaucoup d'or qui est appliqué de façon assez intelligente. Et c'est ça qui est aussi remarquable. Ça montre le prestige du bâtiment et valeur qui lui a été accordée par l'Empire. Et après, après la chute de l'Empire, c'est un problème parce qu'on n'avait plus vraiment les budgets pour continuer ainsi. Mais jusqu'à la chute de l'Empire, il y avait vraiment
Vous voyez ça aujourd'hui sur la façade, sur le grand escalier, tout est vrai, rien n'est faux. Il y a d'autres bâtiments comme le Quai d'Orsay par exemple, tout est en trompe-l'œil. Ici à Garnier, il n'y en a pas, sauf dans les espaces qui sont non publics. Et ce qui est intéressant, il y a un petit miroir de ce grand foyer qui est le foyer de la danse. Et là, par contre, tout est faux, pendant qu'ici, tout est vrai. Alors, merci. Oui, tout est vrai, tout est d'or, tout est dans la surcharge, dans l'opulence. Pourquoi? Enfin, tout simplement, pourquoi? Est-ce que Jean-Claude, pourquoi? Parce que vraiment, c'est un bâtiment, encore une fois, qui est chargé d'une force symbolique très, très importante. Ce qu'on appelle le soft power, le pouvoir de la culture. La France l'a vraiment intégré au XIXe siècle. Et on est à une époque où, en fait, le théâtre au sens large, parce que le mot comprend aussi bien le théâtre musical que le théâtre dramatique, ce théâtre français, en fait, il est joué dans le monde entier. Et il est un peu l'équivalent de ce qu'a pu être Hollywood au XXe siècle. Donc il y a une sorte de domination culturelle. Et là, on est dans le lieu de création de ces répertoires qui est joué dans le monde entier. Et donc il faut que ce lieu soit à la grandeur, enfin, et équivalent à la force qu'on veut exprimer. Là, par exemple, vous voyez, on est dans ce lieu incroyable qui est clairement imité de la Galerie des Glaces. Et du coup, ça amène à un élément dont on a beaucoup parlé, Solène et moi, quand on a préparé cette rencontre, c'est ce terme de palais Garnier. Ça ne va pas du tout de soi d'appeler un opéra un palais. Et en fait, cet opéra, il a la taille et les proportions plutôt d'une cathédrale. C'est plutôt Notre-Dame de Fourvière ou ce type de bâtiment qu'il faut évoquer pour le comparer. Il y a quelque chose de complètement disproportionné par rapport à ce que devrait être un théâtre. Et puis aussi le fait d'appeler ce théâtre par le nom de l'architecte, c'est aussi complètement exceptionnel. Donc cette expression de palais Garnier qui nous semble un peu banale, elle est vraiment complètement exceptionnelle. Et d'ailleurs, on a fait des petites recherches, on s'est aperçu qu'effectivement, on peut faire ça maintenant très bien avec la presse qui est en ligne, dès les années 1860, le mot apparaît. Et puis ensuite, au moment où l'opéra est ouvert en 1875, on parle du nouvel opéra, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et puis très vite, le terme de palais Garnier l'emporte parce que c'est vraiment un palais construit comme on construirait une résidence impériale et non pas un simple théâtre. Alors, effectivement, on parle de cette richesse qui est absolument partout, mais je voulais revenir un peu sur ce que vous disiez, Nisha, où justement, vous entrez par la partie des artistes, mais donc du coup, vous connaissez bien les coulisses. Et en fait, c'est pour venir à votre spectacle, votre production des Noces de Figaro. Elle a pris comme décor, littéralement décor d'opéra, les coulisses du Palais Garnier. On va voir quelques images qui vont apparaître. Voilà. Est-ce que donc, vous, quelque part, vous avez pris un peu l'opposé de cette ces grands espaces publics qui sont absolument somptueux. Vous êtes allé voilà, vers les coulisses. D'abord, est-ce que, juste pour le public, est-ce que vous pouvez un peu, on va faire défiler les images, et est-ce que vous, par exemple, vous pouvez nous dire où on est, c'est-à-dire où nous sommes dans le Palais Garnier et où nous sommes dans l'opéra des Noces de Figaro de Mozart? Oui, bien sûr, mais il faut dire que les coulisses de ce palais extraordinaire sont assez élégants quand même. Hein. C'est pas du tout les coulisses du, par exemple, le Royal Opera. Il faut dire que ça, c'est un peu triste. Alors, une fois que je suis entrée dans les loges des artistes, pour moi, c'était immédiat. Je voyais une mise en scène de l'opéra mozartienne. C'est presque le vocabulaire visuel de Mozart. On a la boiserie, on a le parquet, on a les hauteurs le toit, c'était très haut. Alors vraiment, on était sur la scène mozartienne. Même, on a la fauteuil, la fameuse. Oui. Est-ce qu'on peut faire défiler l'image d'après, voilà, s'il vous plaît? Alors, ce qu'on voit sur scène pendant les noces, c'est tout à fait les mêmes choses que dans les vraies loges.
J'ai exagéré un tout petit peu les couleurs, seulement pour contrôler un peu, mais tout ce qu'on voit, le piano, le fauteuil, les portes, c'est très important pour les noces qu'on a plusieurs portes. Il faut faire, il y a un jeu de cache-cache, toute cette histoire. Une porte et un fauteuil. Voilà, c'est l'histoire ça. des noces et c'est l'histoire du Palais Garnier en fait. On va voilà. Et là, Une autre image. il y a encore un endroit extraordinaire, c'est la loge des chœurs. Et ça, vraiment, ça m'a frappé. C'est tellement beau et c'est tellement caché. Personne ne voit pas ces loges. C'est que le chœur, même les artistes, même les solistes ne voient pas ce loge. Alors, ça, c'était le jeu d'ouvrir un peu, mais même partout dans ce bâtiment, il y a cette zone grise. Il y a la zone grise entre ce qui est réel et ce qui est un peu imaginé ou oui, d'un rêve même. Alors là, on joue aussi avec cette idée de ce qui est privé, ce qui est en public. Et oui, là, c'est vrai. Ces bureaux-là, ce sont les vrais. Effectivement, donc la fiction est absolument partout dans le Palais Garnier et on n'a évidemment pas parlé de la salle. Et peut-être avant d'entrer dans la salle, on pourrait écouter Dominique Blanc nous lire le premier extrait. Donc c'est l'extrait du narrateur qui se rend à l'opéra pour une représentation de Phèdre de la Berma. C'est Du côté de Guermantes, c'est au début du roman. Il passe par le grand escalier, il va rentrer dans la salle et là, effectivement, il nous livre une description de la salle du Palais Garnier. Bonjour à toutes et à tous. Un certain nombre de fauteuils d'orchestre avaient été mis en vente au bureau et achetés par des snobs ou par des curieux qui voulaient contempler des gens qui n'auraient pas d'autre occasion de voir de près. Et c'était bien, en effet, un peu de leur vraie vie mondaine habituellement cachée qu'on pourrait considérer publiquement, car la princesse de Parme avait placé elle-même parmi ses amis les loges, les balcons et les baignoires. La salle était comme un salon où chacun changeait de place, allait s'asseoir ici ou là, près d'une amie. À côté de moi étaient des gens vulgaires qui, ne connaissant pas les abonnés, voulaient montrer qu'ils étaient capables de les reconnaître et les nommaient tout haut. Ils ajoutaient que ces abonnés venaient ici comme dans leur salon, voulant dire par là qu'ils ne faisaient pas attention aux pièces représentées. Mais c'est le contraire qui avait lieu. Un étudiant génial qui a pris un fauteuil pour entendre la Berma ne pense qu'à ne pas se salir ses gants, à ne pas gêner, à se concilier le voisin que le hasard lui a donné, à poursuivre d'un sourire intermittent le regard fugace, à fuir d'un air impoli le regard rencontré d'une personne de connaissance qu'il a découverte dans la salle et qu'après 1000 perplexités, il se décide à aller saluer, au moment où les 3 coups, en retentissant, avant qu'il soit arrivé jusqu'à elle, le forcent à s'enfuir comme les Hébreux dans la mer Rouge, entre les flots houleux des spectateurs et des spectatrices qu'il a fait lever et dont il déchire les robes ou écrase les bottines. Au contraire, c'était parce que les gens du monde étaient dans leurs loges, comme dans des petits salons suspendus, dont une cloison eût été enlevée, ou dans de petits cafés où l'on va prendre une bavaroise, sans être intimidé par les glaces, encadrées d'or
et les sièges rouges de l'établissement du genre napolitain. C'est parce qu'il posait une main indifférente sur les fûts dorés des colonnes qui soutenaient ce temple de l'art lyrique. C'est parce qu'il n'était pas ému des honneurs excessifs que semblaient leur rendre deux figures sculptées qui tendaient vers les loges des palmes et des lauriers, que seuls ils auraient eu l'esprit libre pour écouter la pièce, si seulement ils avaient eu de l'esprit. D'abord, il n'y eut que de vagues ténèbres, où on rencontrait tout d'un coup, comme le rayon d'une pierre précieuse qu'on ne voit pas, la phosphorescence de deux yeux célèbres, ou comme un médaillon d'Henri IV, détaché sur un fond noir, le profil incliné du duc d'Aumale, à qui une dame invisible criait « Que Monseigneur me permette de lui ôter son par-dessus !» Cependant que le prince répondait « Mais voyons, commandons, Madame d'Ambrosac !» Elle le faisait, malgré cette vague défense, et était enviée par tous, à cause d'un pareil honneur. Mais dans les baignoires, presque partout, les blanches déités qui habitaient ces sombres séjours s'étaient réfugiées contre les parois obscures et restaient invisibles. Cependant, au fur et à mesure que le spectacle s'avançait, leurs formes vaguement humaines se détachaient mollement l'une après l'autre des profondeurs de la nuit, qu'elles tapissaient et, s'élevant vers le jour, laissaient émerger leur corps, demi-nus, et venaient s'arrêter à la limite verticale et à la surface claire-obscure, où leurs brillants visages apparaissaient derrière le déferlement rieur, écumeux et léger de leurs éventails de plumes, sous leur chevelure de pourpre, emmêlée de perles, que semblait avoir courbé l'ondulation du flux. Après, commençaient les fauteuils d'orchestre, le séjour des mortels, à jamais séparés du sombre et transparent royaume auquel çà et là servait de frontière dans leur surface liquide et plane, les yeux limpides et réfléchissants des déesses des eaux. Car les strapontins du rivage, les formes des monstres de l'orchestre, se peignaient dans ses yeux, suivant les seules lois de l'optique, et selon leur angle d'incidence, comme il arrive pour ces deux parties de la réalité extérieure, auxquelles, sachant qu'elles ne possèdent pas, si rudimentaire soit-elle, d'âme analogue à la nôtre. Nous nous jugerions insensés d'adresser un sourire ou un regard les minéraux et les personnes avec qui nous ne sommes pas en relation. En deçà, au contraire, de la limite de leur domaine, les radieuses filles de la mer se retournaient à tout moment en souriant vers des tritons barbus pendus aux anfractuosités de l'abîme ou vers quelques demi-dieux aquatiques ayant pour crâne un galet poli sur lequel le flot avait ramené une algue lisse et pour regard un disque en cristal de roche. Elle se penchait vers eux. Parfois le flot s'en trouvait devant une nouvelle Néréide qui, tardive, souriante et confuse, venait de s'épanouir du fond de l'ombre. Puis, l'acte fini, n'espérant plus entendre les rumeurs mélodieuses de la terre qui les avaient attirés à la surface, plongeant tout à la fois, les divines sœurs disparaissaient dans la nuit. Mais de toutes ces retraites au seuil desquelles le souci léger d'apercevoir les œuvres des hommes amenait les déesses curieuses qui ne se laissent pas approcher, la plus célèbre était le bloc de demi-obscurité
connu sous le nom de baignoire de la princesse de Guermantes. Comme une grande déesse qui préside de loin au jeu des divinités inférieures, la princesse était restée volontairement un peu au fond sur un canapé latéral, rouge, comme un rocher de corail. À côté d'une large réverbération vitreuse qui était probablement une glace et faisait penser à quelques sections qu'un rayon aurait pratiquées, perpendiculaires, obscures et liquides, dans le cristal ébloui des eaux. À la fois plume et corolle, ainsi que certaines floraisons marines, une grande fleur blanche, duvetée comme une aile, descendait du front de la princesse le long d'une de ses joues, dont elle suivait l'inflexion avec une souplesse coquette, amoureuse et vivante, et semblait l'enfermer à demi, comme un œuf rose dans la douceur d'un nid d'alcyon. Sur la chevelure de la princesse, et s'abaissant jusqu'à ses sourcils, puis reprise plus bas à la hauteur de sa gorge, s'étendait une résille faite de ces coquillages blancs qu'on pêche dans certaines mers australes et qui étaient mêlés à des perles, mosaïques marines, à peine sorties des vagues, qui par moments se trouvaient plongées dans l'ombre, au fond de laquelle, même alors, une présence humaine était révélée par la motilité éclatante des yeux de la princesse. La beauté qui mettait celle-ci bien au-dessus des autres filles fabuleuses de la pénombre n'était pas tout entière, matériellement et exclusivement inscrite dans sa nuque, dans ses épaules, dans ses bras, dans sa taille. Mais la délicieuse et inachevée de celle-ci était l'exact point de départ, l'amorce inévitable de lignes invisibles en lesquelles l'œil ne pouvait s'empêcher de les prolonger, merveilleuses, engendrées autour de la femme, comme le spectre d'une figure idéale projetée sur les ténèbres. « C'est la princesse de Guermantes », dit ma voisine au monsieur qui était avec elle, en ayant soin de mettre devant le mot princesse plusieurs P, indiquant que cette appellation était risible. « Elle n'a pas économisé ses perles. Il me semble que si j'en avais autant, je n'en ferais pas un pareil étalage. Je ne trouve pas que cela ait l'air comme il faut. » Merci beaucoup Dominique Blanc. Donc, effectivement, quelqu'un, Jean-Claude Dion, vous vouliez dire quelque chose ? Oui, déjà, quelle chance d'entendre Proust lu par Dominique Blanc dans ce lieu. Et en l'écoutant, je pense que je ne suis pas le seul à me souvenir qu'elle a été une extraordinaire Madame Verdurin dans le film que Nina Companès avait fait d'après l'œuvre de Proust. Donc, voilà, c'est un moment extraordinaire. Et on voit à quel point Proust est un grand connaisseur de la société. D'ailleurs, dans ce qu'on entend là, ce n'est pas tellement le bâtiment qui l'intéresse, c'est vraiment le public. Et dans ce lieu que Théophile Gautier appelait la cathédrale mondaine de la civilisation, même s'il était mort juste avant l'ouverture du Palais Garnier, on a entendu le mot sous la plume de Proust dans un salon. Les théâtres au XIXe siècle, ce n'est pas propre au Palais Garnier, mais ça l'est encore plus parce qu'on est dans le salon le plus chic de la capitale. On est dans un salon, et dans ce salon, effectivement, tout le monde n'est pas admis au même titre. Et dans ce qu'on entend, dans ce qu'on a vu, il y a la fascination du narrateur pour les abonnés qui constituent le public d'élite du Palais Garnier. Et ce bâtiment a été construit pour les abonnés, pour l'empereur, pour les abonnés. Chacun a son entrée personnelle. Ce sont les deux rotondes de part et d'autre du bâtiment. Et les abonnés, ils représentent à peu près 37% des places, pour reprendre les chiffres précis donnés par Frédéric Patureau, qui a fait un magnifique livre, déjà un peu ancien, sur le Palais Garnier.
Il y a 2208 places sous la Troisième République ici, et il y en a 815 qui sont réservées à ces abonnés, donc 37%. Par contre, ils représentent 60% des recettes. Donc ils sont très choyés par les ancêtres de notre directeur. Et le bâtiment est là pour les favoriser. Ils ont bien sûr les meilleures places, et on l'a vu là aussi, hein, il y a une sorte de séparation entre des parties de la salle qui sont extrêmement valorisées, donc une partie de l'orchestre, les baignoires. Les baignoires, c'est formidable parce que vous êtes vraiment complètement cachés, vous êtes à la fois dans l'espace public, mais complètement entre vous. Les premières et deuxièmes loges, et puis tout le reste, c'est sur ce que d'ailleurs les abonnés appellent à l'époque le public de hasard, donc les gens, effectivement, qui ont payé d'ailleurs très cher leur place, parce que les places n'étaient pas forcément très chères, mais il y avait tout un trafic de billets qui faisait que les prix pouvaient être multipliés par 7, donc c'était assez cher. Et donc ces abonnés, ils sont à l'opéra chez eux, avec leur propre façon de fonctionner. Et n'oubliez pas non plus qu'au XIXe siècle, la lumière reste allumée dans la salle pendant tout le spectacle. Et donc on vient à l'opéra pour se rencontrer. Et dernier mot, les loges. Les loges sont vraiment un espace privé inséré dans l'espace public. Les abonnés qui sont abonnés à l'année peuvent meubler les loges. Ils amènent leurs propres meubles. Les loges sont complétées par des petits salons. Et les loges peuvent même se transmettre de génération à génération comme un patrimoine familial. Donc et beaucoup de gens attendent pour devenir parfois 10-15 ans pour être abonnés de l'Opéra de Paris. Donc on a cette caste des abonnés, et ce bâtiment répond à ce fonctionnement. On a toujours bien sûr des abonnés à l'opéra, mais c'est plus du tout la même logique mondaine que celle qu'on a connue au XIXe siècle. Alexander, non, j'avais l'impression que vous aviez, pour la question des loges, effectivement, qui est au cœur vraiment de cet extrait, où on voit des baignoires, et qu'on appelle des baignoires, et avec les loges. Vous avez... il existe une loge de l'empereur, si je ne me trompe pas. C'est actuellement la loge du directeur. Est-ce bien le cas? Est-ce qu'on l'appelle encore comme ça? D'ailleurs, ce nom demeure. Je veux dire, il y avait une ancienne loge du directeur qui n'existe plus aujourd'hui, qui était carrément sur scène. Il y avait des loges appelées loges de scène qui ont été enlevées, je pense, au moment où on a installé le rideau de fer. Plus tard, après l'inauguration du bâtiment. Du coup, ce qui est intéressant de cette loge, ou des loges appelées royales dans la tradition française, ne sont pas au centre de la salle avec une vue parfaite sur la scène, mais sont de côté. Et du coup, on a une triple vue de cette loge qui répond un peu à l'idée de spectacle de l'époque. On a une vue de la salle, de la fosse. Pour moi, c'est important de voir ce qui se passe en fosse, des fois. Et on a une vue, mais une vue partielle de la scène. Du coup, ça répond aussi un peu à cette idée de cette salle qui est... Le spectacle n'est pas seulement sur scène. Et à l'époque, puisqu'on ne pouvait pas éteindre la lumière, comme vous l'avez évoqué, on ne voulait pas non plus, je pense, c'était ces deux spectacles-là. Le spectacle de la salle avec les spectateurs qui se regardaient et qui regardaient le spectacle, ce qui introduit vraiment des niveaux de complexité qui sont complètement absents de la considération d'un spectateur d'aujourd'hui. Parce qu'après, je pense que le premier à éteindre la lumière dans une salle, c'était Wagner à Bayreuth, parce qu'en fait, il ne voulait pas ça. Il voulait que les gens regardent que la scène, et après, c'est les apôtres de Wagner, des chefs d'orchestre comme Toscanini en Italie ou Mahler à Vienne, qui ont commencé à éteindre les lumières dans les salles de spectacle. Justement pour qu'on ne se regarde plus, mais c'est une certaine sacralisation des œuvres qui a eu lieu, mais très tardivement. Ça commence vraiment vers la fin du 19e siècle seulement. Et aujourd'hui, on éteint la lumière pour tout, ce qui est un peu absurde. Par exemple, pour les Noces de Figaro, on pourrait se dire ce serait presque rigolo de ne pas éteindre la lumière. J'ai une question.
Mais ce côté très intéressant d'être à l'opéra pour être vu, encore plus que pour voir, c'est très intéressant. La situation de la loge du directeur, il peut voir aussi les coulisses, il voit tous les désastres qui se passent. Ça, c'est assez important aussi. Mais oui, c'est très intéressant ce côté du théâtre dans la salle, mais aussi ce côté politique. C'est-à-dire que au théâtre, vous avez parlé de soft power de l'événement, mais aussi cette idée d'être là, d'être quelqu'un, ces hiérarchies qui sont vraiment enracinées dans l'idée de l'opéra. Et ça, on revient rapidement à Beaumarchais, et cette idée vraiment 18e des hiérarchies et quelque chose qui est vraiment solide, impénétrable. Et c'était un peu de ce côté que nous avons fait nos recherches vis-à-vis des hiérarchies enracinées dans une maison d'opéra. Parce que oui, ça continue, c'est pas une chose d'antan, quoi. Ça continue. Je crois que Dominique Blanc avait une question. Oui, c'est une question pour vous, cher Pas ami. dû, Je voulais savoir d'où venait le mot baignoire et comment était né le mot baignoire. C'est tout simplement parce qu'il faisait très chaud. Et donc, comme effectivement, on a on est complètement couvert par l'amphithéâtre au-dessus, par le premier balcon. Et donc, ce sont des loges encore plus encaissées. Et donc, il y a ce côté, effectivement, où il faisait très chaud. Parce que dans les théâtres au 19e siècle, il fait toujours trop chaud ou trop froid. Je ne parle pas pour aujourd'hui, mais à l'époque, effectivement, c'est un gros problème. Et puis, en fait, il y a aussi un problème de chauffage parce qu'il faut être très prudent. Les théâtres brûlent énormément. Il y a un grand nombre d'incendies. Et donc, voilà, ces baignoires, du coup, c'était l'endroit idéal où on était le mieux caché. D'ailleurs, par exemple, c'est là que Gambetta rencontrait sa maîtresse parce qu'il ne trouvait pas d'autres endroits. Moi, je rêve de faire une statistique sur les nombres d'enfants conçus dans des théâtres au 19e siècle parce que c'est... Il y a aussi des gens qui viennent se suicider à l'opéra. Je trouvais le cas d'un officier allemand qui, sous le Second Empire, vient se tirer une balle juste dans sa loge à l'opéra, comme ça tout le monde est au courant. Donc c'est un lieu où on est, où on meurt, où on mange, enfin c'est un lieu de vie. Et c'est vrai que par rapport à ce qu'évoquait Alexander Neff, ce recentrage sur le spectacle, on comprend que ça soit l'intérêt des artistes, mais on comprend aussi qu'une sortie au spectacle, c'est pas uniquement ça, et ça peut être d'autres choses, et que d'une certaine façon, pour caricaturer, si on reprend la métaphore du salon, ce qui se passe sur scène, c'est comme une télévision ouverte dans un salon de nos jours. Et s'il faut vraiment qu'il se passe quelque chose d'intéressant pour que tout le monde s'arrête et regarde ce qui se passe à la télé, et puis sinon les gens font leurs petites affaires. Et par rapport à ce que vous disiez, le théâtre a l'intérêt d'être un lieu neutre. C'est-à-dire que beaucoup de gens, par exemple des adversaires politiques, peuvent se rencontrer ici, même s'il y a bien sûr toutes ces hiérarchies. Le théâtre, c'est le lieu qui rassemble l'ensemble de la société. Et de ce point de vue-là, le Palais Garnier, c'est le summum de cette sociabilité propre au XIXe siècle. Donc oui, effectivement, c'était drôle. Vous avez dit un peu dans le même... le même moment, le même passage, c'est à la fois le lieu où on se montre et c'est à la fois le lieu où on est le mieux caché, en fait. C'est drôle. Donc, en fait, dans la salle, on trouve par le plan aussi, j'imagine, d'une salle à l'italienne, peut-être, on voit une hiérarchie sociale durement installée, en fait, physiquement, en fait, dans cette salle, c'est ça. Le parterre était... Vous pouvez nous en dire un peu plus, Jean-Claude Dion ? Alors, effectivement, les salles à l'italienne sont très hiérarchisées. C'est pour ça qu'on les a beaucoup critiquées au cours du XXe siècle et même dès la fin du XIXe siècle, parce qu'on avait le sentiment qu'on reproduisait les hiérarchies sociales. En même temps, on parle souvent de salle à l'italienne et le vrai terme, c'est salle à la française, parce que c'est un petit peu différent. Si vous avez en tête la Scala ou le San Carlo, on a vraiment ce mur de loges. Et ici, les loges ont des parois qui ne sont pas complètes, parce que vraiment, ce qu'a conçu Garnier, et Garnier, on n'en parle pas assez d'ailleurs de Garnier, il faut qu'on revienne sur lui, c'est un génie absolu. Et lui, il a réfléchi, d'ailleurs il a écrit ça, hein, ses livres sont
remarquable à lire. Il a vraiment conçu cette salle comme lieu de sociabilité, et il a vraiment conçu sa salle comme un lieu de circulation des regards. Et donc, à la fois les gens sont séparés et en même temps ils font le public. Et par exemple, dans le concours qui est fait en 1861 pour cette salle, on dit qu'effectivement, comme c'est le théâtre de la bonne compagnie, c'est l'expression qu'on emploie, il faut que les sièges soient confortables, comme ceux sur lesquels on est assis, mais il faut en même temps qu'ils ne soient pas trop éloignés les uns des autres, parce qu'il faut que les gens continuent à faire un groupe. Si on éloigne trop les spectateurs, il n'y aura plus cette notion de groupe. Donc il y a un subtil jeu pour être à la fois ensemble et puis en même temps par toute une série d'éléments, et bien sûr la place où on est quand on est au 5e étage ou quand on est à l'orchestre, on n'a pas la même place, mais on continue à faire ce type de foule particulier qui est un public, et ça je pense que ça n'a pas changé, et de ce point de vue-là, quand on est dans cette salle, on obéit à tout ce qu'a imaginé avec son génie Garnier pour faire de nous en fait les spectateurs rêvés. Alors, pardon, mais moi j'ai toujours entendu parler des théâtres à l'italienne. Mais qu'est-ce que le théâtre à la française? C'est une variante du théâtre. Et qui a commencé? En matière de théâtre, les Italiens ont quand même beaucoup inventé, donc c'est eux qui ont commencé. Mais nous, on a adapté ça au fait qu'on est un peuple, enfin on était, je ne sais pas si on peut dire encore on est un peuple sociable, où l'art de la conversation, parce que par exemple, ici, on bavardait comme c'est pas possible au 19e siècle. Les abonnés, d'ailleurs, ils étaient horribles. Ils arrivaient en retard exprès, en faisant claquer la porte de leur loge pour que tout le monde sache que la duchesse Blanc a rentré dans sa loge, que le baron Neff allait venir lui discuter un peu avec elle. Donc, effectivement, ce public parlait beaucoup. Et c'est d'ailleurs quand on a des représentations populaires que les artistes disent qu'ils sont très émus parce qu'ils ont un public extrêmement attentif, qui est tellement content d'être là et qui a un autre rapport à la salle. Et donc, c'est un lieu de sociabilité. Et donc, toutes les salles qu'on appelle par commodité salles à l'italienne, en France, sont plutôt des salles à la française, avec ce côté de permettre une circulation plus grande que dans une salle à l'italienne, où on a ces loges vraiment très, très fermées. Donc, en parlant de retardataires, peut-être que vous pouvez nous lire le deuxième passage. Au moment où cette seconde pièce commença, je regardais du côté de la baignoire de Madame de Guermantes. Cette princesse venait, par un mouvement générateur d'une ligne délicieuse que mon esprit poursuivait dans le vide, de tourner la tête vers le fond de la baignoire. Les invités étaient debout, tournés aussi vers le fond, et entre la double haie qu'il faisait dans son assurance et sa grandeur de déesse, mais avec une douceur inconnue due à la feinte et souriante confusion d'arriver si tard et de faire lever tout le monde au milieu de la représentation, entra tout enveloppée de blanche mousseline la duchesse de Guermantes. Elle alla droit vers sa cousine, fit une profonde révérence à un jeune homme blond qui était assis au premier rang et, se retournant vers les monstres marins et sacrés flottant au fond de l'antre, fit à ses demi-dieux du Jockey Club un bonjour familier de vieille amie, allusion à l'au jour le jour de ses relations avec eux depuis 15 ans. Je ressentais le mystère, mais ne pouvais déchiffrer l'énigme de ce regard souriant qu'elle adressait à ses amis dans l'éclat bleuté dont il brillait, tandis qu'elle abandonnait sa main aux uns et aux autres, et que, si j'eusse pu en décomposer le prisme, en analyser les cristallisations, m'eût peut-être révélé l'essence de la vie inconnue qui y apparaissait à ce moment-là. Le duc de Guermantes suivait sa femme. Les reflets de son monocle, le rire de sa dentition, la blancheur de son œillet ou de son plastron plissé, écartant
pour faire place à leur lumière. Ses sourcils, ses lèvres, son frac. D'un geste de sa main étendue, qu'il abaissa sur leurs épaules, tout droit, sans bouger de la tête, il commanda de se rasseoir aux monstres inférieurs qui lui faisaient place et s'inclina profondément devant le jeune homme blond. On eût dit que la duchesse avait deviné que sa cousine, dont elle raillait, disait-on, ce qu'elle appelait les exagérations, aurait ce soir une de ces toilettes où la duchesse la trouvait costumée et qu'elle avait voulu lui donner une leçon de goût. Au lieu des merveilleux et doux plumages qui, de la tête de la princesse, descendaient jusqu'à son cou, au lieu de sa résille de coquillages et de perles, la duchesse n'avait dans les cheveux qu'une simple aigrette qui, dominant son nez busqué et ses yeux à fleur de tête, avait l'air de l'aigrette d'un oiseau. Son cou et ses épaules sortaient d'un flot neigeux de mousseline sur lequel venait battre un éventail en plumes de cygne. Mais ensuite la robe, dont le corsage avait pour seul ornement d'innombrables paillettes, soit de métal en baguettes et en grains, soit de brillants, moulait son corps avec une précision toute britannique. Mais si différentes que les deux toilettes fussent l'une et l'autre, après que la princesse eut donné à sa cousine la chaise qu'elle occupait jusque-là, on les vit se retournant l'une vers l'autre, s'admirer réciproquement. Merci beaucoup. Donc, on a effectivement cette démonstration de pouvoir et qui est présent dans la salle. Et on en a un peu parlé au début. Donc, il y a un lieu dont on a un peu parlé, mais sur lequel on peut revenir, qui est donc le foyer de la danse, qui a une grande importance pour les abonnés, donc des abonnés comme on voit dans le texte et comme on en a tous un peu parlé. En premier, Nisha Jones, peut-être, ce foyer de la danse, vous l'avez utilisé, vous avez décidé d'ouvrir la fin de votre spectacle sur le foyer de la danse. Voilà, on a une image qui apparaît. Une question, Nisha, toute simple, mais pourquoi? Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez décidé d'ouvrir sur le foyer de la danse? Oui, c'est une bonne question parce que bien sûr, je me rappelle une citation de Beaumarchais, c'est pas exact, mais c'est un peu comme sans le privilège de blâmer, on n'a point d'éloge flatteur, c'est-à-dire que quand on interroge un bâtiment comme le Palais Garnier, d'un côté tellement riche, tellement extraordinaire, tellement merveilleux, il y a aussi un côté un peu plus triste, plus obscur même. Et là, l'histoire des femmes au Palais Garnier n'est pas tout à fait heureuse même. Et le foyer de la danse, c'est le microcosme de cette idée, c'est-à-dire qu'il y a une beauté extraordinaire, même que c'est fausse, même que c'est pas vraiment l'or. Ça, je ne savais pas, mais ok, c'est convaincant. Mais c'est comme un joyau, mais on sait cette histoire du balcon un peu caché où les mécènes aller pour choisir même les ballerines. Alors, oui, il y a un côté un peu plus troublant, qui trouble un peu. Et là, vraiment, c'est l'histoire des Noces de Figaro. Il y a ce côté social, il y a le côté aussi relation homme-femme. Et alors, oui, le Palais Garnier, c'est un endroit où on peut interroger ce côté.
Vous pouvez parler peut-être un peu plus du Non, mais foyer. vous avez tout à fait raison. Effectivement, ce foyer des abonnés, enfin ce foyer de la danse, pardon, il est ouvert aux abonnés, mais le lapsus est révélateur, il est ouvert aux abonnés qu'on appelle à 3 jours, puisqu'en fait au 19e siècle, on joue 3 jours, le lundi, le mercredi, le vendredi, puis après on va rajouter le samedi. Et donc on est abonné pour 1 jour, 2 jours ou 3 jours. Et quand on est abonné pour 3 jours, ce qui représente des sommes absolument considérables, hein. C'est très très cher d'être un abonné de l'Opéra de Paris. C'est uniquement l'élite financière qui peut être là. Quand on est abonné pour 3 jours, on a le droit de venir, d'avoir accès à ce foyer de la danse. D'ailleurs, en passant par la scène, donc il y a il y a une porte qui est très importante dans l'imaginaire du 19e siècle et du lieu, une porte avec un employé avec un registre qui vérifie que vous avez vraiment le droit d'aller là-bas. Normalement, c'est uniquement pour les entr'actes, mais comme encore une fois, les abonnés pensent qu'ils ont tous les droits, ils cherchent à y aller à tout moment, ce qui pose énormément de problèmes. Et puis, le directeur n'est pas content, mais comme il a besoin d'eux pour l'argent, voilà, il est assez peu regardant. Vous vous rappelez le premier chapitre de Nana de Zola. Là, on est au Théâtre des Variétés avec ce directeur de théâtre quelqu'un lui dit « votre théâtre ?» Il dit « non, mon bordel ». Donc, malheureusement, la chose est en partie vraie. Et donc, il y a ce côté d'exploitation de la femme qui est réel, même si par ailleurs, la carrière sur scène est une façon pour les femmes du 19e d'affirmer un pouvoir qu'elles n'ont pas dans d'autres. Donc, c'est ambivalent. Il y a cet aspect-là. Et puis, il y a vraiment l'aspect que ce salon, c'est vraiment à l'intérieur de ce lieu réservé à une élite, l'élite de l'élite qui a droit à être à accéder au salon, au foyer de la danse. Donc c'est vraiment le salon le plus sélect de Paris, où on va voir le roi Léopold II de Belgique, on va voir le roi Édouard VII du Royaume-Uni, où on va effectivement trouver des ministres, des grands hommes d'affaires qui viennent là aussi pour conclure des alliances importantes et pas simplement pour cet aspect. Mais c'est sûr que voilà, il y a toujours les deux éléments. Et je voudrais juste réagir aussi sur ce qu'on a entendu, ce deuxième extrait de Proust sur l'habillement, qui est le code vestimentaire, c'est quelque chose de très très important. Et si on était au 19e siècle, aucun de nous dans cette salle n'aurait pu rentrer dans le lieu, parce qu'effectivement, on n'était pas habillé selon le code. L'habit noir était nécessaire pour les hommes, et pour les femmes, effectivement, elles étaient en tenue de soirée. Les femmes, d'ailleurs, qui n'ont été admises à l'orchestre qu'en 1896, et donc elles étaient dans les loges. Et vous avez en tête peut-être ce tableau d'Eva González, la loge aux Italiens, qui est au musée d'Orsay, qui est magnifique, où on voit la spectatrice du 19e siècle, elle est en robe de soirée, elle est devant la loge, c'est presque une sorte de cariatide humaine, elle a son bouquet, sa petite boîte de pastilles, et d'ailleurs les pastilles et les bouquets, c'est aussi pour lutter contre un aspect terrible, qui est l'aspect olfactif. Alors, en ce moment, j'essaye de reconstituer avec des parfumeurs ce qu'on sentait dans les théâtres au 19e siècle, et c'est sûr que ça sentait mauvais. C'était un problème, et donc on luttait comme on pouvait par rapport à ça. Et donc elle est installée devant, avec tous ses atours, et on raconte que l'une des grandes fiertés de Garnier, ça a été qu'on parlait à ces spectatrices qui du coup ne bougeaient pas, c'était les hommes qui allaient de loge à loge faire leur visite, que le foyer était tellement beau qu'il a fait lever les spectatrices qui ont accepté de venir visiter le grand foyer pendant l'entracte, alors que l'habitude, c'était qu'elles restent sur place et qu'on vienne leur rendre leur visite. Et là, on a vu effectivement cette espèce de compétition de robes entre ces personnages. Et tous ces éléments-là sont essentiels pour comprendre ce qu'est le Palais Garnier. Un tout petit ajout seulement, en fait, la question de la circulation des abonnés dans les coulisses et au foyer de la danse était assez conséquente. La BNF qui a un dessin il y a quelques années où on voit vraiment dans les coulisses de l'opéra les hommes qui choisissent leurs danseuses. Et c'était d'ailleurs à l'époque aussi la réponse officielle de la direction à une demande d'augmentation de salaire des danseuses. On leur a répondu, mais vous avez vos mécènes. Pourquoi voulez-vous une augmentation de salaire? Mais il pourra peut-être aller un peu plus loin quand même, Alexander, quand Nisha a fait cette proposition, voilà, d'ouvrir sur le foyer. C'est cette histoire effectivement. Qu'est-ce que ça vous a évoqué? Comment vous l'avez interprété, vous? Parce que c'est à la fois c'est quand même un hommage également au lieu, au Palais Garnier, aussi un reflet de son histoire. Qu'est-ce que vous vous êtes dit?
s'inscrit de façon assez logique dans le concept de sa mise en scène. Et avant de dire ça, il faut revenir vraiment aux Noces du Figaro, je veux dire, parce qu'il y a eu une hiérarchie sociale dans la pièce que la mise en scène reproduit de façon très intelligente dans un théâtre. En fait, la mise en scène tourne cette hiérarchie sociale de la pièce en hiérarchie entre les rôles de la pièce. Le comte, la comtesse, Figaro et Suzanne, qui sont les serviteurs. Du coup, tout ça s'est détourné pour que ça se joue dans l'espace, dans l'enceinte de ce théâtre. Et du coup, tout ce qui concerne aussi les droits qu'a le comte, ou on parle de façon un peu plus générale, des personnes qui ont un peu plus de pouvoir que les autres sur une production. Du coup, le rapport de ces personnes qui ont plus de pouvoir que les autres, des jeunes femmes qui font partie de la population de ce théâtre. Du coup, c'est assez important, je pense, ce moment d'ouverture du rideau de fer qui révèle ce monde caché du foyer de la danse. Et je pense que c'était un peu... C'était vous d'ailleurs, la dramaturge, il faudrait que je vous pose la question, mais c'était... c'était ça l'idée de c'est une grande beauté qui se révèle, mais aussi un petit choc. Et c'est ça l'ambiguïté de cet espace, c'est ça aussi. Il est très beau, mais il est aussi très glauque à la fin. Exactement. Pour sauter un peu, parce que nous avons beaucoup discuté, Alexandre et moi, et c'était son idée à lui, en fait. Parce que moi, je pense, nous avons parlé beaucoup du foyer, mais c'est Alexandre qui a tout de suite compris l'idée de ce spectacle. C'est assez provoquant et il faut le dire, c'est assez beau marché parce que moi j'interroge même mon employeur, mais ce qui s'est passé, que c'était l'idée d'Alexandre, parce que moi je ne savais pas qu'on pouvait ouvrir. Et c'est magnifique, c'est un moment extraordinaire parce que oui, c'est tellement beau et avec les ballerines et tout ça, mais oui, ce côté plus triste et reste là. Alors c'était passionnant de savoir qu'on puisse faire ça. Et en plus, je rajoute quelque chose qu'on s'était dit, enfin voilà, et que j'ai vu pendant cette rencontre, c'est que il y a quand même aussi cette idée que le bâtiment, Charles Garnier a conçu le bâtiment aussi, il s'est inspiré de décors d'opéra, de décors du grand opéra. Et ce qui est assez génial du coup, dans cette image, c'est qu'on voit du coup le bâtiment qui devient un décor lui-même, alors que Charles Garnier avait aussi voulu concevoir son bâtiment d'après des esquisses du Grand Opéra, comme ce grand escalier, par exemple, qui est un théâtre dans le théâtre. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette zone floue qu'on a traversée un peu pendant toute cette rencontre ? Oui, je suis content qu'on revienne sur le grand escalier, parce qu'effectivement, c'est un lieu assez extraordinaire. C'est ce dont tout le monde parle, disait Charles Garnier. Alors déjà, sur le fait que Garnier s'est inspiré effectivement des mises en scène, on est dans cette salle et vous voyez les très beaux rideaux qui sont devant... alors on les voit un peu différemment parce qu'il y a des travaux sur la façade, etc. Mais ces rideaux, en fait, et ça je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps, sont inspirés de la mise en scène du Prophète de Scribe et Meyerbeer, un opéra de 1849. Donc voilà, il y a des rappels dans ce qui est, parce que dans la salle précédente, la salle de Pelletier, on a créé un genre particulier d'opéra qu'on appelle le grand opéra, qui n'est plus beaucoup joué, enfin qui maintenant redevient heureusement, qui est remonté. Et on évoquait tous ensemble, avant le début de cette rencontre, Gérard Mortier, qui avait remonté La Juive, et qui effectivement s'intéressait à ce répertoire parce qu'il avait une vision très large de ce qu'était l'histoire de l'opéra. Donc, effectivement, il y a ce rappel, et puis il y a ce lieu incroyable qui est le grand escalier, qui est vraiment, d'une certaine façon, le temple du narcissisme bourgeois, parce que c'est l'idée que lorsque vous entrez dans ce bâtiment, Garnier fait de vous un élément du spectacle.
Et donc, il vous fait gravir ce magnifique escalier avec ces différents types de marbre que je ne saurais pas qualifier parce que je ne suis pas spécialiste. Ça me permet d'ailleurs au passage de saluer la présence de Gérard Fontaine qui est parmi nous et qui connaît remarquablement bien ce bâtiment et qui a écrit les livres dont on s'inspire tous pour vous parler de l'opéra. Ce lieu qui est vraiment un lieu de mise en scène puisque vous avez ces petits balcons sur les côtés qui sont comme des loges où effectivement les spectateurs qui sont déjà montés regardent monter les autres. Donc c'est quelque chose d'assez prodigieux et ça marche parce que j'ai souvent emmené ici des groupes d'étudiants jadis de l'école du Louvre et quand on monte l'escalier, on a sent l'envie, c'est de se mettre sur les côtés, de prendre des photos et puis on le voit bien lorsqu'on est le jour en visite ou le soir pour les spectacles. Cet escalier, il est extraordinaire. C'est le lieu le plus haut puisqu'il a 30 mètres de haut alors qu'ici et puis dans la salle, on est à 18-20 mètres. Donc c'est vraiment un morceau, vous savez qu'il est en partie inspiré à la fois de l'escalier de l'Opéra de Bordeaux, ce chef-d'œuvre de l'architecture théâtrale du XVIIIe siècle, et puis aussi de l'escalier des ambassadeurs du château de Versailles qui a disparu et qui n'existe plus que dans sa version reconstituée par Louis II au château de Herrenchiemsee. Et d'ailleurs, en fait, quand on évoque Garnier, il faudrait penser aussi à ce qui se passe en Bavière au même moment, parce qu'il y a des parallèles. Là aussi, on a un roi, un souverain qui a voulu construire des palais inspirés de l'univers théâtral et bien sûr de l'univers wagnérien, mais pas seulement. Donc on a vraiment un lieu totalement théâtral, alors qu'en fait on ne l'emprunte qu'avant la représentation. Et c'est ça aussi qui est vraiment la force de ce bâtiment, c'est que la masse des espaces qui sont consacrés au public et à cette mise en scène du public, elle est démesurée par rapport à un théâtre normal, et notamment par rapport à Bastille, où effectivement Bastille est fait pour aller... Enfin, les couloirs, les escaliers sont agréables, mais enfin, on va à Bastille pour aller dans la salle. Alors qu'ici, on vient et puis effectivement, bien sûr, on va rentrer dans la salle et la salle elle-même, on en reparlera peut-être, elle a beaucoup de charme, mais c'est pas la salle sur laquelle Garnier a mis le paquet, si je puis dire très trivialement. C'est vraiment ce parcours, avec en plus les abonnés qui découvrent le grand escalier de par le bas et qui, eux, ont les 30 mètres, alors que nous, pauvres spectateurs, on arrive un peu plus haut. Eux, ils ont vraiment, on les a menés dans des espaces extrêmement bas, et puis subitement, ils sont jetés dans cette espèce de grande cathédrale, de cet escalier. Donc, il y a vraiment cette manipulation, au bon sens du terme, par Garnier, et ce spectacle, dans le grand escalier, est vraiment la deuxième salle de spectacle du bâtiment, en quelque sorte. Et il ne faut peut-être pas oublier, et on l'oublie souvent, qu'à l'ouverture du bâtiment, il y avait une absence quasi totale d'autres médias que le spectacle vivant et un peu de presse écrite, imprimée. Du coup, pas de télé, pas de radio, etc. etc. Du coup, l'importance de ce décor fantasmé devenu réalité, il y avait une importance bien plus importante, plus grande qu'aujourd'hui où on consomme beaucoup à la maison, à la télé, sur sa tablette, etc. En fait, j'ai eu cette référence l'autre jour, hein, mais quand je vous entends parler, on a parlé d'un palais plutôt que d'un théâtre. Par sa taille, aussi un palais impérial devenu palais républicain. J'ai récemment revu le film Citizen Kane d'Orson Welles. Et du coup, c'est une espèce de Xanadu ici, en fait. Et si ça vous fait envie, je vous recommande de passer 2 heures avec ce film qui est vraiment remarquable et vous allez retrouver vos références propres à ce lieu. Merci beaucoup. Peut-être avant d'accepter quelques questions, en guise de conclusion, peut-être que Dominique Blanc, vous voulez bien nous lire le dernier extrait de la soirée qui s'avère marquante pour le narrateur, et vous allez découvrir pourquoi. Pour moi, je ne doutais pas. Ça marche les micros là? Non, hein? Est-ce Pour que... moi, c'est mieux. Pour moi, je ne doutais pas que ces toilettes ne leur fussent particulières, non pas seulement dans le sens où la livrée à col rouge ou à revers bleu appartenait jadis exclusivement aux Quermantes et aux Condé, mais
plutôt comme pour un oiseau, le plumage, qui n'est pas seulement un ornement de sa beauté, mais une extension de son corps. La toilette de ces deux femmes me semblait comme une matérialisation neigeuse ou diaprée de leur activité intérieure, et comme les gestes que j'avais vu faire à la princesse de Guermantes et que je n'avais pas douté correspondre à une idée cachée, les plumes qui descendaient du front de la princesse et le corsage éblouissant et pailleté de sa cousine semblaient avoir une signification, être pour chacune des deux femmes un attribut qui n'était qu'à elle et dont j'aurais voulu connaître la signification. L'oiseau de paradis me semblait inséparable de l'une, comme le paon de Junon. Je ne pensais pas qu'aucune femme pût usurper le corsage pailleté de l'autre, plus que l'égide étincelante et frangée de Minerve. Et quand je portais mes yeux sur cette baignoire, bien plus qu'au plafond du théâtre où étaient peintes de froides allégories, c'était comme si j'avais aperçu, grâce au déchirement miraculeux des nuées coutumières, l'assemblée des dieux en train de contempler le spectacle des hommes sous un vellume rouge dans une éclaircie lumineuse entre deux piliers du ciel. Je contemplais cette apothéose momentanée avec un trouble que mélangeait de paix le sentiment d'être ignoré des immortels. La duchesse m'avait bien vue une fois avec son mari, mais ne devait certainement pas s'en souvenir, et je ne souffrais pas qu'elle se trouvât, par la place qu'elle occupait dans la baignoire, regarder les madrépores anonymes et collectifs du public de l'orchestre. Car je sentais, heureusement, mon être dissous au milieu d'eux, quand, au moment où, en vertu des lois de la réfraction, vint sans doute se peindre dans le courant impassible des deux yeux bleus la forme confuse du protozoaire dépourvu d'existence et individuel que j'étais, je vis une clarté les illuminer. La duchesse, devenue femme, et de déesse devenue femme, et me semblant tout à coup 1000 fois plus belle, leva vers moi la main gantée de blanc qu'elle tenait appuyée sur le rebord de la loge, l'agita en signe d'amitié. Mes regards se sentirent croisés par l'incandescence involontaire et les feux des yeux de la princesse, laquelle les avait fait entrer à son insu en conflagration, rien qu'en les bougeant, pour chercher à voir à qui sa cousine venait de dire bonjour, et celle-ci, qui m'avait reconnue, fit pleuvoir sur moi l'averse étincelante et céleste de son sourire. Merci. Merci beaucoup. On a gardé un petit moment pour les questions. Avant d'en prendre une, j'en profite pour vous dire qu'à l'issue de la rencontre, vous êtes invités à sortir par l'arrière, pour pouvoir sortir. Même les personnes qui sont dans la rencontre, qui participent à la rencontre 2, nous vous invitons à patienter à l'extérieur pour ensuite pouvoir re-rentrer. Merci. Vous parlez du trac que peuvent ressentir les chanteurs ou les danseurs sur scène, c'est ça? C'est une très belle question. Pour moi, une fois qu'on est sur la scène du Palais Garnier, c'est impossible de ne pas être conscient de l'histoire, de tout cet aspect mythique, quoi. Mais aussi, c'est très intéressant comme scène parce que, comme nous avons parlé un tout petit peu, on était sur un moment de changement dans l'idée du théâtre. Le théâtre du 19e, c'est plutôt cette idée de Wagner
d'être dans le noir, de se concentrer, d'immerser. Mais là, on a une scène qui est vraiment 18e. On a les cintres, on a les trappes, et cette idée vraiment 2D, c'est-à-dire que c'était l'idée de présentation, c'était pas 3D. L'idée d'être en dehors et de regarder ce qui se passait. Alors, déjà, la scène est un peu, c'était un peu l'idée ancienne du théâtre, mais c'est aussi magique parce qu'il y a une machinerie, il y a ce côté technique ici incomparable, c'est extraordinaire, les sous-sols, les cintres, le côté de la machinerie historique, cette histoire des matelots qui faisaient tout. Et alors, les histoires et les mythologies de la scène même, c'est super intéressant. En fait, ce qui est pour moi la tragédie de ce théâtre, c'est qu'il a été conçu pour un genre d'opéra qui est mort avec l'Empire. C'est le grand opéra français. C'était vraiment plus du tout à la mode après la chute de l'Empire. Du coup, on a un bâtiment qui est conçu pour ça, pour reproduire cette esthétique de façon la plus glamoureuse. Et après, l'Empire chute, les goûts changent. Et du coup, pour moi, c'est un théâtre qui, au début de son histoire, flotte un peu parce qu'il est en recherche de son sens esthétique. Et ce qu'au début du XXe siècle, et en fait principalement avec l'arrivée de Diaghilev à Paris et les ballets russes, qui louent le Palais Garnier pour y présenter quelques saisons, comme il a loué aussi le Théâtre des Champs-Élysées et d'autres, c'est là où il y a une certaine énergie artistique qui se dégage, où aussi une tension s'engage entre ce lieu très impérial, très 19e, très, on dirait en bon anglais, old-fashioned, si vous voulez, et des créations comme le Boléro et d'autres pièces qui ont été créées sur cette scène. Et la manifestation absolue de ça, c'est après l'audace d'André Malraux de demander à Chagall de repeindre ou refaire le plafond. Mais ça s'inscrit vraiment dans une certaine durée de tension esthétique entre le bâtiment qui est dépourvu de sens artistique presque à partir de son ouverture et de nouveaux sens qu'il fallait trouver. Après, dans ce sens aussi plus pratique, c'est une scène qui n'est pas du tout conçue pour faire du théâtre comme on fait du théâtre aujourd'hui, ça veut dire avec des décors construits. C'est une scène qui est construite pour des toiles peintes. C'est pour ça, c'est aussi que le plateau est au milieu du bâtiment, avec beaucoup de sous-sol et beaucoup d'espace sur les cintres, justement pour faire monter et descendre des éléments de décor, mais principalement des toiles peintes. Et c'est pas du tout comme aujourd'hui on conçoit faire du théâtre. Le premier décor construit à Garnier, c'était en 1931. C'est la création mondiale de l'Oedipe de Georges Enesco. Avant, c'était que des toiles peintes. On les a encore pour certains ballets comme Gisèle par exemple, mais même dans cette mise en scène de Noces de Figaro, évidemment, il y a des décors en 3D qui posent en fait pour ce lieu des défis d'exploitation assez importants. Moi, j'ai rien à rajouter. Dominique Blanc va dire un mot et puis je dirai. Non, j'ai juste une question pour vous. On m'a toujours raconté que l'Opéra Garnier était construit sur une rivière. Alors, est-ce vrai ou pas? Ça va être abordé notamment dans la dernière table ronde sur tous les imaginaires, mais effectivement, en fait, il n'y a pas de lac de l'Opéra. Je suis désolé pour ceux qui y croyaient encore. Il n'y a pas de Père Noël, il n'y a pas de lac de l'Opéra. Voilà. Mais effectivement, il y a une nappe phréatique et le gros problème auquel a été confronté Garnier au départ, c'est qu'il a dû faire marcher 8 pompes nuit et jour, enfin un certain nombre de pompes pendant 8 mois pour vider cette nappe, construire une cuve. Et donc effectivement, le lac, en fait, c'est une cuve. Et c'est le génie de Gaston Leroux d'avoir transformé ça en lac. Il y a bien ce problème, effectivement, de sous-sol qui s'est posé. Pour juste dire un mot sur ce qui vient d'être dit, oui, le problème de Garnier, c'est qu'il n'est plus, au moment où il ouvre,
il est en retard, effectivement, par rapport à l'évolution esthétique. Juste, le spécialiste du Second Empire ajouterait, je pense que ce n'est pas tellement politique. C'est des phénomènes, parce que la Troisième République va être aussi conservatrice et aussi en retard. Donc, ce n'est pas tellement le pauvre Napoléon III qui est en cause, mais c'est plus une évolution. Et en même temps, ce lieu qui apparaît old-fashion, comme vous l'avez dit, c'est aussi un lieu de modernité, parce qu'à l'intérieur de cette ancienne conception, Garnier va réfléchir à avoir les matériaux les plus modernes. La salle dont on n'a pas parlé, par exemple, en fait, comme l'a écrit Gérard Fontaine, c'est une salle en fer, mais un fer très bien habillé, et du coup on ne le voit plus. L'électricité, elle n'est pas là au début, mais elle vient très vite en 81-82, ce qui d'ailleurs pose de gros problèmes par rapport au décor en toile peinte, parce que dès qu'on a l'électricité, les toiles peintes, ça ne marche plus. C'est vraiment lié à un éclairage à la bougie ou au gaz. Donc effectivement, le lieu a plus de modernité à l'époque qu'on pourrait l'imaginer, mais il y a ce décalage esthétique qui se manifeste aussi sur les bustes sur la façade, que vous ne pouvez pas voir en même temps. Alors, il y a des noms, bien sûr, qui nous parlent encore. Et puis, il y a aussi Beethoven, c'est un peu gentil, mais enfin, il n'a fait qu'un seul opéra, donc voilà. Mais bon, il fallait bien honorer le génie. Et puis, il y a d'autres noms, de gens que moi, j'aime beaucoup, comme Halévy ou comme Aubert, mais qui sont de très bons musiciens, mais qui n'étaient plus... Enfin, qui sont en décalage déjà lorsque l'opéra est ouvert en 1875. Et puis, il y a aussi quand même deux librettistes, de part et d'autre, Quinault et Scribe. Et comme j'ai fait ma thèse sur Scribe, je voudrais quand même qu'on salue ce génie dramatique qui est présent sur la façade de l'opéra. Mais voilà, il y a ce décalage. Mais je crois que c'est l'histoire ancienne, puisque ce décalage, l'opéra l'a largement rattrapé. Alors, pour répondre très brièvement sur le plafond de Chagall et le Lenepeu, en fait, le Lenepeu, il est toujours là, il est en dessous. Après, permettez-moi de vous dire que le plafond de Chagall, c'est un tableau d'une certaine taille. Du coup, on les descend pas si facilement. Comme on décroche un tableau du mur de son salon. Et pour le décrocher, il faut monter un échafaudage. Il faudrait, et ça immobiliserait la salle de spectacle, qui est une salle de spectacle pour donner spectacle, pendant plusieurs semaines. Après, je descends le Chagall, je le mets où puisqu'il est grand, il est très grand, et il est grand quand vous le regardez, mais quand vous le descendez, il prend la surface entière de l'orchestre. Du coup, il faudrait sortir vers la scène probablement, parce que par les portes, ça ne sort pas. Du coup, il y a vraiment plusieurs aspects tout à fait pratiques qui nous empêchent surtout de faire ça plusieurs fois par an, parce qu'après, il n'y en a vraiment plus de spectacle dans la salle de Garnier. On est juste là pour monter et descendre le plafond de Chagall. Je pense que la solution à la fin, et là, je vous donne mon sentiment personnel, ce serait les technologies modernes, que peut-être avec un casque virtuel. La visite de Garnier va vous permettre un jour de mettre un casque et vous voyez le plafond de Lenepeu plutôt que le plafond de Chagall, et c'est votre choix. Je pense que ça pourrait devenir une possibilité. Alors par rapport à la programmation, il y a quand même 170 représentations par an ici de ballet et d'opéra. Je veux dire, là on est en train de donner 14 fois les Noces de Figaro, il y a entre 5 et 6 opéras chaque saison qui sont présentés ici, et plus les titres de ballet. Du coup, c'est vraiment un théâtre en activité. C'est très difficile d'avoir des places parce qu'il n'y a pas beaucoup de places. C'est quelque chose que je ne peux pas changer. Évidemment, à Bastille, c'est beaucoup plus facile d'avoir des places, qu'il y a 1000 places de plus par soir. Et une des raisons pour la construction de Bastille, il y a presque 40 ans, il y avait... Malgré la magnificence de ce bâtiment, il y avait plusieurs problèmes déjà à l'époque. Pas assez de place, et surtout pas assez de bonnes places où on voit la scène. Et les bonnes places à l'époque étaient déjà trop chères. Du coup, le désir de faire venir un plus grand nombre qui, en fait, peut voir le spectacle. Ici, à Garnier, il y a peut-être les 800 places que vous évoquiez pour les abonnés, c'est les 800 bonnes places. Des autres places dans ce théâtre, vous voyez un tiers, la moitié, 2 tiers de la scène, ou pour les places de côté, vous voyez le lustre. Et du coup, venir... Et aujourd'hui, on vend ces places, des fois on les vend pour les Noces de Figaro, on les vend même pour les ballets, mais en fait les gens qui achètent ces places, ils ne voient pas les ballets. Et venir écouter un opéra, à la fin, voilà, ça résonne. Venir écouter un ballet,
C'est un peu plus problématique à mon avis, même si l'orchestre de l'opéra joue ça magnifiquement bien. L'avantage de Bastille, sans ironiser, est effectivement, il n'y a quasiment pas de mauvaise place. Et donc, pour un public qui veut venir voir, Bastille présente certains avantages. Déjà, j'aimerais bien avoir la réponse de Nisha aussi. En fait, il n'y a pas de spectacle sans public. Le public fait partie intégrale du spectacle. On a appris, on nous a rappelé cette vérité pendant la pandémie, où faire spectacle devant les salles vides, c'est vraiment l'expérience la plus déprimante qu'on puisse imaginer. Parce qu'en fait, l'énergie de la salle a une très grande influence sur ce qui se passe sur scène. Vous allez confirmer ça, Dominique, parce que la scène sans la salle, comme la salle sans la scène, c'est vraiment crucial. Et je pense, quand vous êtes spectateur d'un théâtre, en fait, vous détenez un grand pouvoir. Parce que déjà, et aussi une grande liberté, parce que vous venez ici, vous vous asseoir dans la salle, et après, vous avez la possibilité de prendre énormément de décisions. Quoi regarder, quoi pas regarder. Vous êtes vraiment votre propre pilote, si je peux dire, de ce spectacle. Et c'est pour ça que vous faites partie intégrale de ce spectacle. Quand vous regardez un opéra, une pièce de théâtre filmée, c'est quelqu'un qui a pris toutes ces décisions pour vous. Du coup, c'est vraiment très important. Il ne faut pas se dire aujourd'hui le public n'a plus de rôle juste parce qu'on a éteint la lumière. D'une certaine façon, c'est très égalisateur d'éteindre la lumière. On devient tous pareils. Et la magie du théâtre, c'est toujours une expérience qui est à la fois collective et individuelle. Non, moi je dirais seulement qu'on pense toujours aux traditions et au futur et on essaie toujours de trouver des bonnes solutions, des nouveautés, mais en gardant tout ce qui est traditionnel. Moi j'adore cet endroit, j'adore l'opéra et alors c'est un plaisir énorme de travailler ici. Peut-être avant de vous remercier, parce qu'on a évoqué les accès différents du public et je vous ai dit au début que l'exposition des 150 ans de Garnier est ouverte. Et en fait, si vous y allez là pendant les deux dans la petite demi-heure qui vous reste entre les deux conférences, en fait, c'est ça l'endroit où serait arrivée la calèche de l'empereur. C'est ça, cette rotonde où il y a aujourd'hui l'exposition et vous allez voir l'escalier qui monte un étage, un grand escalier, et vous tournez à droite et vous avez un accès direct à la loge de l'empereur. C'était ça un peu l'idée de l'arrivée de l'empereur qui n'a jamais eu lieu. Et justement pour finir, on va finir pour l'empereur quand même, ça le mérite. D'ailleurs, vous voyez là, il y a deux cheminées. Avec des vases de Sèvres, et normalement il devait y avoir le buste de l'empereur et le buste de l'impératrice Eugénie à la place des vases. On a mis des vases parce qu'effectivement c'était neutre, ça posait pas de problème, mais donc il devrait être avec nous dans ce lieu. Oui, ce qui est formidable avec cette loge de l'empereur, qui est la loge du directeur dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'en fait, il ne l'a jamais connu. Donc c'est un lieu complètement mythique. Et c'est vrai qu'il avait tout ce pavillon. Et quand il venait au spectacle, quand il était censé venir avec 3 carrosses, une trentaine de chevaux, une centaine de personnes. C'est pour ça qu'il y avait un fumoir, une salle des gardes, etc. Et ce sont des espaces très grands que très habilement, quelqu'un qu'on n'a pas encore cité, mais qui compte beaucoup dans l'histoire du Palais Garnier, qui s'appelle Nuiter, qui était l'archiviste, a récupéré pour faire la bibliothèque musée de l'Opéra. Donc nous, voilà, autre façon de venir au Palais Garnier quand on est chercheur, mais ça, il faut être habilité chercheur, venir travailler, et c'est merveilleux. D'ailleurs, on a un peu de mal à travailler parce qu'on est aussi happé par tout ce qu'on voit autour, mais il y a ce lieu merveilleux, et ce lieu d'autant plus merveilleux que c'est une entrée pour l'empereur et que l'empereur n'a jamais utilisé, donc on est en plein dans le rêve, et donc je pense que l'idée a dû plaire aussi, même s'il n'était pas très content Garnier qu'on utilise cet espace-là, mais il savait que l'Empire ne revenait pas, donc cette idée aussi d'un théâtre pour un empereur qui ne l'a jamais vu, c'est quand même d'une certaine façon poétique, et ça lui a plu sans doute.